restez fidèles au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition de soir. Le titre. La Fédération des syndicats de transport routier du Sénégal annonce une grève de 72 heures à compter du 28 mars prochain. Selon ces syndicalistes, les transporteurs n'en peuvent plus des tracasseries routières. Le G20 a déposé un préavis de grève et annonce donc ces mouvements. Ses membres estiment que les déclarations du Premier ministre, mais également la ponction des salaires est une goutte de trop et qui a fait déborder la vase. Selon les enseignants, l'État doit respecter ses engagements. Pendant ce temps, l'intersyndicale de travailleurs des collectivités territoriales de Rufisque dénonce l'arrêt de paiement des révalidations salariales, les nouvelles grilles salariales qui ont été donc suspendues par les autorités. Ces syndicalistes estiment qu'il s'agit donc d'une injustice. L'État qui avait décidé de revaloriser les salaires a donc décidé tout bonnement de couper court à cette mesure. Voilà pour les titres. Le développement, c'est en 6 secondes. Bonsoir et bienvenue. La Fédération des syndicats de transport routier du Sénégal annonce une grève de 72 heures le 28 mars prochain. C'est pour dénoncer les tracasseries routières, mais également le manque de considération des autorités en charge du transport routier. Je vous propose de suivre les explications de Fallou Samb Ili, membre de la Fédération des syndicats de transport routier du Sénégal. Il est ici au micro de Babacar Seck. À tous les compatriotes, à tous nos camarades chauffeurs et transporteurs, qu'on a déposé une préavis de grève qui doit prendre fin le 28 mars. Donc nous lançons un appel soit que les taximans, soit que les gros porteurs, soit les véhicules de transport, soit AFTU, soit tous les autres segments de transport. On les lance un appel pour que le 28 mars, à 0 heure, pour qu'ils gardent tous leurs véhicules. Parce que nous avons beaucoup de revendications. Je crois que vous l'avez entendu dans le secteur des taxis. On est concurrencé déloyalement par des plateformes venant de l'extérieur, ils ne sont même pas des nationaux, qui sont venus avec bafouant tout à la règle, les lois et règlements d'autres pays. Ici, au Sénégal, on ne peut pas faire de transport en commun, conduire un véhicule sans avoir la catégorie des transports. Donc, comme vous le savez, on a ciblé un type de véhicule qui s'appelle les Toyota IAS, qu'on dise qu'ils font beaucoup d'accidents. Allez-y voir le BAC, le bulletin d'analyse des accidents. Vous trouverez qu'il y a presque 800 morts dans cette année et qu'on nous a interdit de circuler à partir de 0 heure jusqu'à 5 heures du matin. Donc ce que nous demandons, c'est que l'État prenne conscience que nous sommes des citoyens sénégalais. Rien ne peut se faire sans nous. Quand on peut prendre des mesures sur le transport, il faut impliquer les acteurs et les écouter. Prendre leurs doléances et prendre leurs préoccupations en considération. Je crois que tout a été déjà dit lors des états généraux de transport. Ce qui devait être, c'est l'application. Mais on ne peut pas appliquer une part et laisser l'autre part. Ponction des salaires, ponction sur les salaires des enseignants. Le G20 dénonce cette situation. Ses membres annoncent d'ailleurs le dépôt d'un préavis de grève. Mais l'État demeure invite les autorités à ouvrir un dialogue pour trouver une issue heureuse de cette situation. Les syndicalistes disent déterminés à poursuivre le combat. Je vous propose de suivre les explications de Ibrahim Gueye. Il est secrétaire général du Sud-Est. Il est également membre du G20. Il est interrogé par Cheikh Maguette Baye. Nous regrettons la situation de conflit qui aujourd'hui perturbe les enseignements apprentissages. Mais nous considérons que cela est dû à l'absence de discussion franche entre les enseignants et l'État du Sénégal. Aux questions et aux revendications posées par les enseignants, nous sommes au regret de constater que comme réponse, nous avons des coupures de salaire, nous avons des menaces à peine voilées formulées par les autorités de l'État. Ce que nous souhaitons, c'est que le calme et la sérénité reviennent dans le système éducatif. Et pour cela, il nous semble important que l'État du Sénégal ouvre des discussions avec l'ensemble des cadres qui regroupent les syndicats d'enseignants pour des concertations larges
pour que la refondation, tant souhaitée par l'État du Sénégal, puisse se reconstruire à partir de discussions sereines, constructives, parce que chacun a des idées là-dessus. Je le disais en titre, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales de Rufisque s'offusque contre la décision des autorités d'arrêter donc le reversement de la nouvelle grille salariale des travailleurs qui avaient bénéficié d'une révalorisation salariale. Selon ses membres, l'État du Sénégal doit respecter ses engagements. Il dénonce également l'inégalité dans le traitement des fonctionnaires et des agents de l'État. Je vous propose de suivre les explications de Mbaïso. Il est membre de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. Il est ici au micro de Babacar Seck. Vous le savez, les agents municipaux ont lutté depuis très longtemps pour entrer dans leurs droits, à savoir le paiement de la revalorisation des salaires. On croyait avoir vu ou perçu au moins ou aperçu le bout du tunnel parce qu'on avait commencé le paiement. Mais un coup de frein a été donné à ce processus par le directeur général du Trésor et le directeur de la comptabilité publique. Il a demandé aux payeurs de surseoir au paiement des agents fonctionnaires, attendant une éventuelle circulaire signée par le ministre de l'Agriculture territoriale et le ministre des Finances. Ce que nous n'avons pas compris. Mais il s'ajoute qu'il a demandé à ce que les payeurs se fondent sur des listes qu'ils ont par devers eux pour payer les agents non fonctionnaires. Ce qui encore également nous pose des problèmes. Parce que comme on l'a dit et toujours soutenu, tous les agents municipaux du Sénégal, dûment recrutés, ont droit à cette valorisation-là. Mais depuis lors, il y a 2 poids 2 mesures. Mais puisqu'on s'est dit qu'il y avait un début d'exécution, il fallait poursuivre la lutte pour que tout le monde entre dans le droit. Voilà, aujourd'hui, nous sommes mis devant le fait accompli. Alors, les agents fonctionnaires ne vont pas percevoir leur avantage ce mois-ci. Les agents non fonctionnaires, également, on ne sait pas qui va percevoir et qui ne va pas percevoir. Donc ça, c'est un problème. Le collectif des habitants de Dougar, de Gandoul et de Ndouhoura dénonce l'attribution de 115 hectares dans la forêt classée de Sébikotane en privé pour l'installation d'un bord sec. Les populations veulent la classification de la forêt pour l'extension des villages riverains. Mamadou Diop-Tchoun est le porte-parole des collectifs des Dougar, Gandoul, Ndouhoura. Il est ici au micro de Babacar Seck. Nous retenons que le dossier initial du port sec de Holding Gay réclamait une appropriation de 40 hectares. Nous nous sommes retrouvés à 115 hectares. Quelle est la procédure initiée? On se pose la question. Dans les mêmes constats, il est établi qu'un forcing a été constaté, que les populations sont poussées aujourd'hui à une délocalisation pour relocaliser un intérêt public, soi-disant, alors que cet intérêt il est privé et ne répond à aucune des normes environnementales. Si on constate toutes les démarches réalisées portant à la connaissance de l'autorité, le maintien de ces populations dans le droit, le respect de ces populations dans le droit et de respecter les normes environnementales, car le Sénégal se hisse au sommet des leaders de l'environnement pour avoir participé à tous les sommets mondiaux de l'environnement. Pas plus tard qu'il n'y a même pas 3 mois, le Sénégal était à Rio. Le Sénégal doit adapter et s'adapter aux normes environnementales en respectant le droit à l'environnement. Nous avons constaté des irrégularités et nous faisons une économie de tout cela parce que l'État est au courant. Les services techniques ont été informés. Ils n'en sont pas étrangers. Et nous attendons des conclusions de M. le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Célébration de la première édition de la journée internationale dédiée aux ONG instaurée depuis 2010 au niveau mondial. Cette journée met en lumière les organisations de la société civile dont le développement économique au Sénégal. C'est près de 700 ONG qui sont enregistrées au ministère de l'Intérieur rien qu'à l'année 2023. Elles ont mobilisé environ 150 milliards de francs CFA
pour appuyer les populations, une initiative également portée par la plateforme des acteurs non étatiques. Les autorités estiment que les ONG jouent un rôle très important et s'engagent à les accompagner dans le cadre de la promotion et du financement de projets dédiés notamment aux jeunes. Je vous propose de suivre ce compte rendu signé Elisabeth Grastine et Charmette Diouf. Instaurée depuis 2010, la Journée internationale des ONG a été célébrée pour la première fois au Sénégal cette année. Les acteurs non étatiques ont tenu à marquer l'impact des contributions des organisations de la société civile au développement économique et social du pays. Notamment, les 700 ONG enregistrées au ministère de l'Intérieur. Et on veut aussi monter en puissance, que cette journée soit une journée de lisibilité et de visibilité pour les actions de la société civile. Les ONG font énormément de choses. Madame la directrice l'a dit tout de suite, c'est pratiquement 700 ONG enregistrées dans le répertoire, donc au niveau du ministère de l'Intérieur, qui mobilisent énormément de ressources. Donc le rapport, le RACIP 2023 l'a montré, plus de 150 milliards qui ont mobilisés rien que pour l'année 2024. Une initiative saluée par le ministère de l'Intérieur qui entend accompagner certains projets pilotés par les ONG. Alors, l'attente est d'améliorer positivement par rapport aux thématiques qui ont été choisies. Donc, sur le thème de la gouvernance et la citoyenneté qui a été mis en avant, nous savons tous que nous sommes dans un contexte marqué par une évolution rapide des technologies. Voilà, la parole est libérée. Nous avons également des défis à relever sur le plan du patriotisme, de la citoyenneté, et les jeunes ont proposé des solutions qui permettront en tout cas de... Cette première édition de la Journée internationale des ONG organisée par la plateforme des acteurs non étatiques a également été marquée par la présentation de 4 startups portées par des jeunes formés et soutenus par la plateforme. Nouvelle politique foncière au Sénégal. Le CRAFS lance un diagnostic stratégique sur la question à Thiès. Des leaders de la société civile rurale, des représentants de la primature, de la DGID ont donc échangé sur les enjeux liés à la sécurité foncière pour le CRAFS et le SICODEV Afrique. Des réformes comme la fiscalité rurale, la garantie bancaire doivent être discutées avec l'ensemble des acteurs, notamment les communautés paysannes qui doivent donc subir les effets de cette nouvelle politique foncière au Sénégal. Selon donc ces organisateurs, il faut discuter avec l'ensemble des acteurs avant leur mise en place. Je vous propose de suivre ce compte rendu signé Isidore Alexandre Sen et Sabafal. Le cadre de réflexion et d'action sur le foncier passe en revue les nouvelles politiques foncières au Sénégal. Un diagnostic qui arrive dans un contexte marqué par des réformes majeures. Notre position est très claire. C'est une position qui va défendre les communautés locales rurales. On a fait beaucoup de réflexions autour des différentes réformes foncières et ces réformes n'ont pas abouti. Mais cela n'a pas freiné nos activités. On a continué à réfléchir, à retravailler avec les communautés pour mieux porter leurs voix. Notre position est une position d'analyse, mais c'est aussi une position de plaidoyer. Ici, les préoccupations des communautés doivent être au centre des politiques, à entendre Amadou Kanouté, directeur exécutif de SICODEV Afrique. Et c'est là que nos États doivent faire preuve de créativité. Et c'est là que nos États doivent s'assurer qu'on est en mesure d'avoir une cohérence entre tout ce que nous voulons en termes de souveraineté alimentaire, en termes de souveraineté tout simplement, et la nécessité d'attraire de nouvelles ressources pour aider à la mise en œuvre ou tendre vers cette souveraineté-là. Et donc, quand on nous dit la fiscalité rurale, oui, certainement. Comment faire pour que ça soit adapté aux capacités de ceux sur qui cet impôt va s'appliquer. Quand on nous parle de garantie bancaire, oui, il faut que nous puissions donner les moyens à ceux qui ont l'intention d'investir, de faire du développement
que nous puissions nous assurer qu'on leur donne les moyens et que nous leur facilitons la possibilité d'aller à la banque et d'avoir des ressources. Mais imaginez ce que ça peut vouloir dire si ces gens échouent dans leur initiative. La seule garantie que nous avions, c'est le foncier. On leur retire ce foncier, on retombe dans la pauvreté. Pour rappel, le CRAFS, cadre de réflexion et d'action sur le foncier, avait produit un manifeste dans lequel les attentes des communautés avaient été inscrites. Les autorités disent prendre conscience des enjeux liés au foncier, mais également l'importance de protéger les exploitants nationaux. Des discussions seront d'ailleurs menées avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir donc tenir au courant tout le monde. Je propose de suivre les explications de Dr Sekou Oumar Diédhiou. Il est le directeur de la promotion et du développement territorial. Il est ici au micro d'Isidore Alexandre Sénel Samfal. Nous avons bien entendu en tant que représentant de l'État, donc je ne dirais pas des doléances, mais des points d'interrogation des différents organismes, des inquiétudes notamment de la société civile, qui est un partenaire stratégique de notre ministère. Depuis que nous avons commencé donc, les concertations sur l'acte 4 de la décentralisation et sur la réforme des pôles territoires, nous les avons associés donc, partout au Sénégal, là où nous avons fait des concertations, des journées de partage. La société civile était avec le ministère. Et donc, pour dire que aussi le foncier est une thématique centrale, qui est une ressource territoriale à tension au Sénégal, que nous avons bien voulu adresser dans l'acte 4 de la décentralisation qui est en préparation, mais aussi dans la réforme des pôles territoires. Pour dire que le ministère travaille donc dans le cadre juridique, mais organisationnel donc, du foncier, mais surtout sur donc, le partage avec les autres acteurs. Parce que le foncier n'est pas juste géré par le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Il y a les domaines, il y a le ministère de l'Agriculture qui est là aujourd'hui présent, il y a le ministère des Finances et les autres ministères. Donc nous avons formé un cadre pour réfléchir, pour cette fois-ci, prendre la bonne démarche, les bonnes décisions pour en fait avoir une bonne réforme sur le foncier au Sénégal. Donc dire que le ministère est ouvert et à continuer la discussion avec les acteurs, c'est même l'objet de notre présence ici. Et puis la 9e édition du Grand Prix, la Fondation Sénico pour le récital du Coran, la compétition qui se poursuit. La finale est d'ailleurs prévue ce dimanche. Au total, c'est plus d'une cinquantaine de candidatures qui ont été enregistrées. Cette année également, c'est la 2e édition du Grand Prix international Sénico avec plusieurs participants venant au moins de 14 pays, ajoutés au Sénégal, 15 pays au total qui prennent part donc à cette édition, cette 2e édition du Grand Prix international Sénico. Pour la 9e édition du Grand Prix Sénico, 30 millions de francs CFA sont destinés aux vainqueurs. Pour le prix international, au moins 20 millions de francs CFA sont également destinés aux vainqueurs de cette édition avec des primes de participation de 500 000 francs CFA pour l'ensemble des candidats. Je vous propose de suivre les explications de Ousmane Ndiaye. Il est donc directeur de l'éducation et de la formation de la Fondation Sénico. Il est ici au micro de Cheikh Ahmed Diouf. 51 candidats issus des 14 régions du Sénégal. Ça, c'est le niveau national. Pour le niveau international, nous avons 14 pays, les pays de la CEDEAO et les pays africains arabes. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Mauritanie. La particularité de cette année, c'est d'abord l'aspect organisationnel. Vous voyez, on a beaucoup d'innovations. Cette année, le prix est amené à 30 millions. Le premier aura 30 millions et un billet pour la Mecque. Ainsi jusqu'au 10e qui aura 2 millions. À partir du 10e, chaque participant aura une prime de participation d'un montant de 500 000 francs. Ceci pour les candidats sénégalais et les candidats internationaux aussi. Pour le niveau international, le prix est à 20 millions pour le premier, 15 millions pour le deuxième et 10 millions pour le troisième. Et aussi une prime de participation de 500 000. Et aussi, le jury est composé de 5 personnes, 4 étrangers, un seul membre est de nationalité sénégalaise.
Ceci, c'est pour jouer toujours sur la transparence et la qualité surtout. Le niveau du Grand Prix Sénico est au-dessus un peu de la moyenne mondiale quand on parle de récital coranique. La preuve est que depuis l'événement du Grand Prix Sénico, depuis 2015, les candidats sénégalais qui ont eu à participer à des récitals de par le monde ont toujours occupé les premières places. En tout cas, sont toujours dans le carré d'as. Et ce n'était pas le cas avant. Pour dire simplement que sur le plan de la qualité, le Grand Prix Sénico a joué un rôle primordial. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur les antennes d'ITV. Iftar se déplace ce soir au rond-point HLM Grand Yoff, la commune de Grand Yoff, hôte de ITV, hôte également du groupe I-Média. Rendez-vous donc à 22h pour suivre donc ce grand rendez-vous du Ramadan. Le ministre de la microfinance sera donc avec nous ce soir sur le plateau d'Iftar. À tout à l'heure.